Bon, alors, bon dimanche à vous deux. Alors, il y en a d'autres qui m'ont demandé d'enregistrer la séance, donc je vais simplement, de toute façon, elle va être surtout en partage d'écran, de toute façon. Je vais la mettre aussi sur le truc. Vous aurez l'avantage de pouvoir me poser des questions tous les deux sur les différents morceaux que nous allons aborder. Alors, tout de suite, je vais donc partager l'écran d'une solution. Je vais surtout m'attarder aux problèmes qui ont été moins bien réussis et aux problèmes à développement. Il y en a d'autres et un peu moins aux expressions et tout ça, bien qu'il y en a une que je compte faire effectivement quand même. Bon, alors, je partage l'écran en lui-même. Voilà. Alors, vous devriez voir mon écran, donc actuellement, c'est la solution. Je vous le dis tout de suite, bon, si vous avez regardé votre corrigé, la question 2, je ne l'ai pas, c'était une question que je n'ai pas trouvée qu'elle avait été bien rédigée. Déjà, je n'avais pas compris mon collègue ce qu'il voulait faire avec cette question-là. Finalement, c'était simple, mais c'était juste mal exprimé. Alors, comme il y avait trop de réponses possibles, on l'a annulé. Par contre, allons dans les expressions. La plupart des expressions, je dirais que presque tout le monde dans la classe a eu de bonnes notes dans cette question-là. C'était 2 points par bonne réponse. Mais il y a quand même eu une question qui a été un peu moins bien réussie. C'est celle que j'ai laissée en blanc ici, dont la réponse est en blanc. On va essayer de l'analyser. Bon, pour voir ça, c'est qu'il faut comprendre, il faut se ramener à la table des opérateurs. Il y a une table des opérateurs que j'ai mis dans la documentation, il me semble, à la fin du chapitre 7, où je regroupe tous les opérateurs. Et les opérateurs d'incrémentation sont des opérateurs qui ont une grande priorité, qui sont très hauts dans l'échelle des priorités, et en particulier l'opérateur en mode suffixe. Donc, quand le plus plus vient après le nom de la variable. Alors, si on regarde cette équation, en fait, ici, il fallait se poser la question, quel était l'ordre d'opération? Alors, le plus plus venait nécessairement avant le fois. Bon. Alors, quand on analyse de gauche à droite, ben, le plus plus peut se faire immédiatement. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas besoin de la parenthèse. Alors donc, le plus plus se faisait ici. Notre x valait initialement 3. C'est ce qu'on voit ici. Donc, la prochaine utilisation de val x, ça sera 4. Parce que le plus plus dit, la prochaine fois que tu vas m'utiliser, ça va être plus 1. Mais la première utilisation, c'est la valeur de val x actuelle, qui vaut 3. Donc, ici, c'est comme si nous avions écrit, je vais l'écrire en dessous, c'est comme si on écrivait 3 fois ce qui va suivre. Mais la prochaine fois qu'on va avoir ça, notre val x, par exemple, là, je vais juste le mettre comme ça, moins val y, moins val x, bien, la prochaine fois que j'en ai besoin de val x, il vaut 4. Alors là, on peut maintenant continuer. J'arrive pour faire le fois. J'ai un 3 d'un côté. Ah, une parenthèse de l'autre. La parenthèse est prioritaire. On va faire la parenthèse. Là, le moins val y, c'est moins prioritaire qu'un val y moins, mais c'est quand même plus prioritaire que le symbole de soustraction. Donc, je vais le faire. Val y moins, et c'est un usage immédiat. C'est-à-dire que dès le départ, donc, on va se ramasser avec 3 fois, moins val y qui vaut 5, c'est 4. 4 moins 4. Donc, 4 moins 4, ça vaut 0. 3 fois 0, ça vaut 0. Voilà. Bon. Alors, évidemment, les opérateurs, on va se le dire tout de suite, les opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation, qu'ils soient en valeur préfixe ou suffixe, sont des opérateurs
auxquels il faut faire attention quand on les utilise. Il y a moyen des fois de les utiliser dans des équations très complexes pour comme les rendre plus concises. Mais évidemment, il faut bien calculer ce qu'on fait. C'est quand même quelque chose qui peut être un peu problématique. Bon, OK. Alors ça va pour ça. Euh, Oui, euh, oui, alors. merci. Donc ça, c'est si x égale à 3. Ouais. Ok, ok, donc c'est directement, genre, dans la formule, le x, il change. Genre, il peut changer dans la formule. C'est-à-dire que si ton val x revient à plusieurs reprises, il faut effectivement, imaginons que j'aurais val x plus plus fois val x plus plus moins val x plus plus, bien les trois val x auraient des valeurs différentes. Ah, ok, c'est bon, merci beaucoup. De rien. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est souvent d'ailleurs, de toute façon, les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, je les utilise, ça m'arrive de les utiliser de façon combinée. Moi, je suis un programmeur d'expérience, ça m'arrive quand même de les utiliser d'une façon combinée, mais je fais toujours attention. Parce que c'est toujours. Des fois, c'est vrai que ça nous sauve, ça permet d'éliminer une instruction ou quelque chose comme ça, mais il faut que ça reste clair. Et je vous dirais que ça ici, c'est plus pour vous tester votre compréhension de ces opérateurs-là, plus que pour vous dire faites donc ça comme ça. En fait, on devrait essayer d'éviter de faire ces choses-là, mais des fois, vous allez les rencontrer, il faut donc les comprendre. Euh, Oui, une dernière. vas-y, vas-y. Si je fais plus x, espace plus x, est-ce que genre, je pourrais juste enlever le plus à la fin? Attends une seconde. Bien sûr. On va juste se mettre un code. Alors, tu me dis, mettons que je dis x, int x est égal à 10, mettons. OK? Et là, je dis console.writeLine. Oups. Excusez-moi. Bon, writeLine. Et là, signe de dollar. Et là, on dirait tout de suite à l'intérieur plus x. Et là, tu me dis quoi d'autre? Plus x. Plus x. Donc, Comme ça? ouais, c'est ça. Bon. Alors, si on fait ça ici, là. Attends une seconde. Point virgule. Voilà. Pourquoi il ne l'aime pas, mon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, il ne va pas vouloir que je le fasse comme ça. OK. On va faire autre chose. CTRL X. X. Il va être plus content si je fais ceci. Attendez. Excusez-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon bout de code là. Point. Ah, bizarre. Attendez, je pense que mon système a perdu les pédales. Je vais juste créer un nouveau. Bon. Créer un projet. Application console suivant. 201. T4. Ça ne sera pas long. Quand le système ne reconnaît plus la librairie console, ça va très mal. Bon, alors il ne reconnaissait pas console.writeLine, ça n'allait pas. Alors, allons-y. Oups. Ah, ça ira mieux là. Alors, tu me dis int rapidement, int x égale 10, point virgule. Si je fais ça, alors, ton premier x ici, il va devenir 11 immédiatement, plus x qui valait 11 plus, donc il vaut 12.
Alors ça va m'écrire normalement combien? On va voir. 23. Ça va, Omar? Oh, ouais, merci beaucoup. Alors, reprenons donc maintenant, on va poursuivre avec des choses plus complexes. Comme j'ai dit, je saute sur la 2. Les expressions logiques. Ici, votre plus grand défaut, c'est de ne pas tenir compte de la priorité du ou. Le ou a une priorité plus faible que le et, qui lui-même a une priorité plus faible que le non. Le non étant l'opérateur qui a, je crois, à peu près la plus haute priorité parmi tous les opérateurs que nous avons, à part les modificateurs de priorité comme les parenthèses. Donc, ici, il faut toujours comprendre que même si le ou apparaît avant dans la chaîne opératoire, le ou se fera à la toute fin, dans ce cas-là. Par contre, ici, dans celle-là, ce ou va se faire à la toute fin, mais naturellement, ici, ce ou-là va se faire en premier parce qu'il est en parenthèse et il va être suivi du nom. Donc, il y aura toujours à faire attention à mettre le ou au bon endroit dans sa chaîne de priorité. OK, on va passer maintenant un peu plus loin. Question 3. Il y avait une espèce d'algorithme. Imaginons un algorithme qui dit, OK, dans notre entreprise, un employé peut prendre sa retraite après 30 ans de service s'il a plus que 60 ans ou après 35 ans de service dans les autres cas. Bon, alors ici, comment est-ce qu'on fait pour avoir ça en une seule expression? Moi, ce que je voulais, c'était une chaîne. Évidemment, vous l'avez pas mal tous compris. Qu'est-ce qu'on met ici? Bien là, il faut comprendre que ces deux, pour arriver ici, il fallait que celui-là soit vrai. Et là, on le dit en français. Celui-là soit vrai et celui-là soit vrai. Donc, vous aviez pas mal tous compris ce bout-là. Alors donc, on pouvait arriver et dire, ben, je vais dire ça et ça. Les deux doivent être vrais pour que ça soit vrai. Et il y a un autre cas. Alors, c'est le sinon, ben, si je veux aller ici, c'est ce cas-là ou ce cas-là. Ce cas-là, ben, c'est quoi? Là, on pouvait l'écrire au long. Alors là, je pouvais écrire ou. Ben là, c'est le contraire de ça. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. Il y en a qui m'ont écrit non ceci, par exemple, et cela. C'était une façon de le faire. Bon, je vais le réduire un peu pour que ça rentre. Là. Bon, voilà. On aurait pu écrire, évidemment, bon, une formule un peu moins lourde, encore une fois. Alors là, je l'écris. OK, on enlève le nom. On dit le complément de ça. C'est quoi? Bon, le complément de ça, c'est le complément de plus grand ou égal, c'est naturellement plus petit. Bon. Et là, après ça, ça c'était valable. Vous marquez ça, c'était encore correct. Et là, il y avait la troisième façon, qui était peut-être la plus concise, c'est de se dire, OK, y a-t-il une situation où si quelqu'un a 35 ans de service, il n'est pas admissible à la retraite? Alors, on voit qu'il est admissible à la retraite s'il a plus que 60 ans, plus grand ou égal, et s'il est plus petit que 60 ans. Donc, qu'importe l'âge, il est admissible à la retraite s'il a 35 ans de service. Donc, nous pouvions retrancher ce segment. Parce que dans tous les cas, s'il avait 35 ans de service, il était admissible à la retraite. Ça va, messieurs? Hayo. Oui, ça va super. Si c'est possible, si ça ne dérange pas, bien sûr. Est-ce qu'il est possible de refaire l'exemple parce que j'ai dit plus plus x.
Je voulais juste voir s'il y avait une subtilité, genre pour la réponse finale. Écoute, Omar, on va la faire à la fin, ça ne te dérange pas. Ok, c'est bon, avec plaisir. Je me rappelle à la fin, puis on va faire ça. OK. Bon, la question 4 a été super bien réussie. Il y avait deux problèmes dans cette question. D'abord, il y en a un qui m'agace beaucoup quand je vois ça en troisième session, parce que je vais vous revoir en troisième session. Je ne vous verrai pas en deuxième, mais je vais vous voir en troisième session. C'est pas mal certain. Donc, quelqu'un qui me dit, si ma condition est vraie, on n'a pas besoin de dire ça, parce que si la condition est vraie, c'est sous-entendu. Parce que le si nous dit si ma condition est vraie. Donc, je n'ai pas besoin de le préciser. Donc, ça, il fallait l'éliminer. Alors, donc, déjà, on aurait pu dire if est pair de NB, tout simplement. Bon. Mais là, on voyait qu'il n'y avait rien dans la portion si est pair est vrai. Il n'y avait rien à faire, c'est seulement si c'est faux. Ben, dans ce cas-là, il faut inverser. Alors, il y en a qui m'ont écrit ceci, égal faux. Mais ça non plus, on ne le fait pas. On ne fait jamais ça. Vous ne verrez jamais un professionnel écrire ça. Ce qu'il faut faire, c'est égal faux. Ça veut dire, c'est comme si on voulait dire si est pair est le contraire de vrai. OK. Alors, écrivons-le comme ceci dans ce cas-là. Si non est pair NB. Alors, NB est pair NB va nous ramener un vrai ou un faux et le non va l'inverser. C'est-à-dire que si NB est pair de NB nous ramène vrai, ça va donc non de vrai va devenir faux. Et s'il nous ramène faux, non de faux va devenir vrai. Et c'est là que ça nous intéresse, parce que c'est dans ce cas-là qu'on a quelque chose à faire, qui va être d'activer la fameuse porte secrète. Et voilà. Mais la plupart d'entre vous, ça a bien été, mais bien comprendre, parce que des fois, rarement, je vois ça arriver en troisième session et il ne faut pas faire ça. Bon, là où il y a une question moins bien réussie, c'était bizarrement une des moins bien réussies, ce n'était pas une des plus compliquées. Bon, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une structure alternative qui nous disait si la température est plus petite que le seuil du gel, message, il fait trop froid. Sinon, et là, on avait quelque chose d'un peu compliqué. On avait premièrement cette complexité-là, on avait une opération logique. C'est toujours plus complexe que pas d'opération logique. Alors, si on peut les éviter, on est bien content. Et en plus, c'était inefficace parce que j'avais deux if ici. Moi, la structure que je voulais avoir à ce moment-là, excusez-moi, je vais juste la représenter comme ça. Voilà. Ce que je voulais avoir, idéalement, c'était if quelque chose. Attendez. If quelque chose. Je vais à ce moment-là dire il fait froid. D'accord. Bon, oups. Voilà. Le quelque chose qui va là n'avait pas vraiment de raison de changer. C'était très bien de faire ça comme ça. Bon. Else. Alors, c'est ici qu'il fallait faire attention. Oh, CTRL-Z, voilà. Bon. Et ici, à l'intérieur, qu'est-ce que je voulais? Je voulais éliminer deux choses, donc l'empilade de if et l'opération qui était l'opération de logique. Et là, on regarde. Dans mon opération logique, qu'est-ce que j'ai? J'ai température plus petit que seuil chaud. Et ici, j'ai température plus grand ou égal à seuil chaud. On remarque que ces deux segments logiques sont antagonistes,
sont complémentaires, je devrais dire. Donc, quand un est vrai, l'autre est faux. Ça va? Alors, ici, qu'est-ce que j'avais? Et bon, ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai ici? Température plus grand ou égale à seuil gel. Et ici, température plus petit que seuil gel. Là encore, j'ai deux segments d'expression complémentaires. Bon, alors, première chose que je fais, je pourrais dire, alors imaginons que je prends ça, et là, je vais le placer ici. Ouais, oups, excusez-moi. C'est vraiment, ouais, on va dire. Ah, tant pis. Alors, mettons que je le réécris parce que là, il me fait faire des bêtises. Non, il ne veut pas. Non, tant pis. Et voilà. Bon, OK. OK, on part de là. Ici, si j'arrive ici, qu'est-ce que j'ai? Je sais que si ceci est faux, si ceci est vrai, je vais là. S'il est faux, je vais là. Mais si ceci est faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température est plus grande ou égale au seuil gel. C'est une obligation. En fait, c'est une forme de tautologie, ça là. Cette partie de la condition va toujours être vraie si j'arrive ici. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Donc, je peux l'enlever parce que ça sera toujours vrai. Bon. Alors là, j'arrive à ça. Deuxième étape. Ici, je remarque que ce segment-là est complémentaire à ce segment-là. Donc, je pourrais le dire en français. Si ceci est vrai, je fais ça. Et si ceci n'est pas vrai, je fais ça. Donc, je suis capable de remplacer ça par un else. Et voilà. Donc, ici, la question portait sur comment simplifier en éliminant les segments qui nous intéressent. Bon. On va maintenant passer à la question. Bon, celle-là a été bien comprise. Je ne la ferai pas nécessairement, mais ici, ce qu'il fallait comprendre, donc, dans ce cas-là, c'est qu'il fallait trouver quelle était notre condition pour qu'un nombre soit valide. Et tant que cette condition-là n'était pas respectée, il fallait le relire. Donc, je vais juste m'attarder sur la condition. Alors, la condition que j'appellerais de validité. La condition de validité n'est pas très compliquée. On veut qu'un nombre soit entre deux bornes, la borne minimale et la borne maximale. On dit les bornes inclusivement. Donc, plus grand ou égal à la borne minimale, plus petit ou égal à la borne maximale. Et qu'en plus, il soit divisible par diviseur, c'est-à-dire que le reste de la division est égal à 0. OK. Alors, ma condition de validité, c'est, je vais lire une valeur. Est-ce que ma valeur est plus grande ou égale à ma borne minimale? Et il faut qu'elle soit également plus petite, valeur,
soit plus petite que ma borne, plus petit ou égal à ma borne maximale. Autre morceau, il faut qu'elle soit une valeur, soit le reste de la division de valeur par diviseur égale 0. Bon, ça, c'était ma condition de validité. Je vais juste enlever le V minuscule. Voilà. Bon. Là, je vais maintenant agrandir pour qu'on voit bien. Un petit coup comme ça. Parfait. Donc, la condition maintenant d'invalidité, si je peux m'exprimer ainsi, dans quel cas est-ce que je veux relire? Je pourrais l'écrire de deux façons. Tout simplement en mettant non devant. Non ceci. Ça aurait pu être une façon de le faire. Si ceci n'est pas vrai. Donc, effectivement, c'est correct. J'aurais également pu le dire. Ah, ben, y aller à la pièce. Est-ce que valeur est plus petite que ma borne minimale? Si ceci est vrai, je dois relire. Bon, là, je ne vais pas mettre mon opérateur tout de suite entre les deux. J'aurais pu aussi avoir valeur plus grand que borne maximale. Ou encore, le reste de la division de valeur par diviseur est différent de 0. Là, j'ai trois morceaux. Mais est-ce que c'est des « et » ou des « ou » qui vont ici? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, la réponse va vous apparaître clairement. Est-ce qu'il est possible, j'ai oublié un E ici, est-ce qu'il est possible que valeur soit plus petite que la borne minimale et valeur plus grande que la borne maximale? C'est une contradiction. Donc, ce n'est pas un « et » qui va ici, mais bien un « ou ». Et en fait, c'est que dès qu'une de ces trois morceaux de condition est vraie, il faut qu'on relise. Donc, c'est pour ça que c'est une ou l'autre. Alors donc, ça, c'est une autre façon de l'écrire. Mais il y avait d'autres façons encore qui étaient acceptables. Alors, si on avait compris ça, c'est ce qu'on mettait dans notre while. Et évidemment, ben là, on relisait si c'était invalide. Bon, afficher motif. Pas la plus facile, celle-là. On va la regarder ensemble. Donc, CTRL-C. Voilà. Regardons-la. On a une fonction qui contient à l'intérieur d'elle-même trois structures. Déjà là, je pourrais vous dire s'il y a trois structures, on serait capable de faire trois fonctions. Il y a un while, un autre while, un if. En plus, il y avait un prédicat possible. En fait, on vous a dit un minimum de trois fonctions, mais ici, il y avait de quoi faire quatre fonctions. Bon. Mais on va se limiter à trois. Bon. Première fonction et il y avait une autre règle qu'on nous demandait, de l'optimiser de façon à éviter de tester si le compteur de ligne est pair avant chaque caractère. Là, ici, à chaque caractère que j'affiche, je vérifie si c'est un pair ou non, compteur de ligne. Il y a moyen de faire mieux. Là, je vais être honnête avec vous, dans la correction, je n'ai pas tenu compte de cet aspect de l'énoncé qui vous demandait d'optimiser. Bon, je fais un choix de ne pas le tenir compte parce que je pense que personne ne l'aurait eu ou à peu près peut-être une personne dans la classe. Donc,
Ça ici, je vais donc m'en séparer. Oups, ce bout-là. Et dire, ben ça, je vais mettre un prédicat. Et après ça, on verra comment l'optimiser. Alors, est pair de mon compteur de ligne. Et on verra qu'est-ce que je vais faire avec ça. Bon. Alors, je vais commencer par m'écrire une fonction. La fonction, un prédicat booléen, statique, bool, est pair, c'est un nombre quelconque. Et là, ici, oups, return NB modulo 2 égale 0. Bon, ça va. Là, maintenant, je vais me débarrasser de regarder ça à chaque caractère. Bien, regardons, je vais avoir, au lieu d'avoir ça, je pourrais avoir simplement une variable, oups, que je vais ici, voilà, booléenne, que je vais appeler est-pair, par exemple, est égal à ceci. Et tout ce que je dis, c'est voilà. Bon. Alors là, déjà, je viens de me débarrasser du calcul de la parité à chaque caractère. Je vais le faire à chaque ligne à la place. Maintenant, j'aimerais ça me débarrasser ici. J'ai donc une première fonction. Bien là, maintenant, il faudrait que je puisse afficher ma ligne de ma fonction. M'afficher ma ligne, c'est tout ça. Alors moi, ce que je veux être capable, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir si je veux faire une fonction qui va remplacer ce bout-là? Alors là, je vais faire quelque chose. Je vais le couper. Et je vais dire, je vais appeler la fonction afficher ligne motif. Là, je vais avoir besoin de paramètres, mais je ne les connais pas encore. Alors, je vais aller voir ça. Statique. Est-ce qu'il n'y a pas de valeur de retour? Statique void. Afficher ligne motif. Et là, entre les deux, ben, j'ai tout ça. Alors là, je vais juste ajuster. C'est presque fini. Et voilà. Bon. Là, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? J'ai besoin de connaître le compteur de ligne. OK. Donc, je vais avoir ici, mettons que je l'appelle ligne. Alors, j'ai besoin de connaître la ligne. Et j'ai besoin de connaître est-pair, qui est un booléen. Bon. Alors donc, ici, le reste, bien, c'est correct. Je n'ai pas besoin. Donc, ici, mon INT caractère, bon, il va ici. Alors, donc, j'ai juste à mettre ça. Voilà.
Boole est pair, ben là, il va falloir que je lui envoie. Alors, donc, je vais lui envoyer mon compteur de ligne et mon est pair. Alors là, déjà, j'ai répondu à la question. Et je pouvais faire mieux. C'est ici l'affichage du caractère. Alors donc, qu'est-ce que j'avais? J'aurais pu avoir ceci. Afficher caractère. Là, je vous le dis tout de suite. Ce que j'ai besoin, c'est le est pair. Donc, oups, un point virgule, ça serait mieux. J'en ai oublié un là aussi. J'ai mis un R majuscule. Enfin, Word a mis un R majuscule. Bon, c'est beau. Alors là, il me reste maintenant, c'est statique. Void, afficher caractère. On aurait pu dire afficher caractère motif. Ça me tente. Voilà. Afficher caractère motif. Est pair. C'est un bool. Et pour le reste, j'ai juste à faire ceci. Et voilà. Ici, je me retrouve à ce moment-ci avec une solution qui respecte pleinement le découpage, où chaque fonction, parce qu'on dit souvent dans le découpage, une structure de données par fonction. Et on a vu qu'il y avait des exceptions, par exemple, le parcours des tableaux à 2 dimensions, on met habituellement les 2 for imbriqués à l'intérieur. Des questions, William? Ça va? Ouais, c'est bon. OK. Alors, bon. Oups. Ouais. Là, on arrive au tableau. Tableau, c'est là où il y a eu le petit problème que j'ai trouvé le plus dur. Ça a été, plusieurs personnes ont confondu l'indice du tableau et la valeur de la case du tableau. Regardons ce qu'on a ici. On nous demande de créer un tableau qui reçoit en paramètre un nombre entier de int et qui retourne un tableau à une dimension dont la taille correspond à la valeur absolue du nombre reçu en paramètre et dont chacune des cases aura été initialisée à une valeur correspondant au produit de l'indice de la case et du nombre reçu en paramètre. OK. Statique, on veut créer un tableau et que ça retourne un tableau. Super. Alors, statique, un tableau de int, ça s'écrit comme ceci. Oups. Voilà. Statique, int, créer tableau. Ça, on dit que ça reçoit un nombre en paramètre. Parfait. Là, tout d'abord, on me dit mon nombre, ça se peut que ce soit négatif, donc il faut que j'aille la valeur absolue. Ça, c'était le plus facile. Un int, non, la dimension de mon tableau sera égale à math.abs de NB. J'avais rien besoin de plus. Math.abs va me ramener la valeur. Il y en a qui m'ont fait des if, des choses comme ça, des multiplications par -1. On va utiliser la fonction mathématique. Il faut toujours avoir ce réflexe-là. Il y a des fonctions mathématiques qui existent qui nous aident. Et c'est une fonction très efficace, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, on va créer notre tableau à cette dimension-là. Alors, j'aurais pu dire int. Mon tableau, on va l'appeler tableau tout simplement, est égal à new int
crochet, dimension. Tout simplement. Oups. Bon. Alors donc, en faisant ça, ici, j'ai simplement créé un tableau qui a la bonne dimension pour notre petit problème ici. Bon, est-ce que j'aurais pu faire ça en une ligne? Absolument. J'aurais pu mettre tout simplement ceci à la place de la variable dimension. Ça aurait été parfait. Là, ici, le seul avantage que je vais avoir, c'est que je vais avoir une variable qui va contenir le nombre de cases de mon tableau. Je vais pouvoir l'utiliser dans ma book for. J'aurais pu aussi utiliser, si je n'avais pas mis la variable dimension, j'aurais pu utiliser aussi la propriété len de mon tableau. Bon. Alors là, maintenant, j'y vais. J'ai une boucle qui doit aller mettre quelque chose dans mon tableau. For INTI, qui est l'indice de mon tableau, je vais partir de ma case 0. Et dans cette case 0, je vais dire, tant que I est plus petit que ma dimension. Incrémentation de I. Point virgule. Pas de point virgule, évidemment. Accolade. Accolade. Oups. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais entre les deux? Bien là, ici, je dois dire que dans la case I de mon tableau, alors, le tableau à la case I, donc ça va aller, mettons que ma dimension, c'était 20. Ça va aller des cases 0 à la case 19. On me dit que c'est le produit de l'indice et du nombre reçu en paramètres. I est égal à tableau de I, à la case I, est égal à I fois NB. Point virgule. Alors ça, c'était une façon de l'écrire, déjà. L'autre façon, comme je le dis, bon, elle existe, je vais vous la présenter. J'aurais pu aussi écrire ceci. On enlève cette ligne-là, je n'ai plus besoin de la dimension. Je remplace dimension par mat, et ici, je le remplace par tableau.len. Voilà. Bon, alors, en faisant ça, ça fonctionnait aussi très bien. Ici, si vous vous demandez, est-ce qu'il y a une façon plus efficace l'une que l'autre? Moi, je dirais celle-ci. Parce que cette méthode-là a l'air plus concise, mais elle va interroger mon tableau à chaque tour de boucle. Alors, imaginons que mon tableau avait 1000 cases. Il va interroger le tableau 1000 fois pour lui demander, c'est quoi ta longueur? Tandis qu'ici, je calcule la longueur une seule fois et j'utilise ma variable locale, ce qui est beaucoup plus efficace. Bon, alors donc, deux façons de faire. Même si celle-ci paraît plus longue, parce qu'il y a un peu plus il y a une ligne de code de plus, elle est un peu plus efficace. Bon. Là, on va parler au fait, dans votre vie de programmeur, on va parler de plus en plus de notions d'efficacité. Vous allez entendre parler souvent d'optimisation de code. Il y a des logiciels critiques où le temps d'exécution est important, hein, où on veut agir, on veut que ça se fasse le mieux, le plus vite possible. À ce moment-là, on va parler d'efficacité du code et ça arrive dans beaucoup de domaines. Alors, c'est pour ça qu'on va tranquillement apprendre à mieux utiliser nos instructions pour être capable d'avoir finalement quelque chose d'un peu plus efficace. Si je regarde maintenant
le prédicat est trié en ordre croissant? C'était la question la plus complexe de notre mini-test. Je vais donc la rédiger le mieux possible avec vous. Qu'est-ce qu'on avait? On a un prédicat. Un prédicat, on sait ce que c'est. C'est une fonction booléenne. Alors, statique, bool, est trié en ordre croissant. Et cette fonction reçoit en paramètre un tableau d'entiers de type int. Donc, int, crochet. Et là, on peut l'appeler, écoutez, tableau, c'est très bien. Bon, c'est pas un problème. Et c'est fini. Voilà, je reçois ça. Et à l'intérieur de tout ça, ben, je vais avoir une fonction qui va me retourner quelque chose. Return quelque chose. Que je ne sais pas encore c'est quoi. Bien, moi, je peux vous le dire déjà, je ne suis pas capable d'écrire une fonction étriée en ordre croissant en une seule ligne lisible. Je serais peut-être capable de le faire en utilisant des instructions un peu cabalistiques, là, mais ça tiendrait plus de la formule magique pour vous que d'autres choses. Là, ici, ce qu'on veut donc aller faire, c'est aller vérifier chacune des cases et s'assurer qu'elle est plus petite que la suivante, que la valeur contenue dans la case I est plus petite que la valeur contenue dans la case I plus 1. Alors là, je vais écrire le code avec vous et là, je vous préviens tout de suite, au début, il va y avoir une erreur dans mon code et on va la comprendre puis on va la corriger. Bon. Alors, moi, je vais avoir une variable. Ma variable, ça va être un booléen et je vais l'appeler étrier. Ou est croissant. Tiens, ça va être plus simple, plus court. Est croissant. Et est croissant, au départ, ben, je vais être optimiste. Je vais prendre pour hypothèse que c'est vrai. Alors, est croissant égale vrai. True. Oups. Bon. Eh, mon Dieu, ça va pas bien aujourd'hui. Voilà. Bon. Et là, notre stratégie va être la suivante. On va faire un peu l'équivalent d'une preuve mathématique dans la mesure où on va se dire, en maths, généralement, quelque chose est vrai jusqu'à ce qu'on trouve un cas où ce ne l'est pas. On va exactement avoir la même stratégie. On va aller vérifier chacune des cases et au moment où je vais trouver une case qui n'est pas en ordre croissant, ben, je vais dire ben, le tableau n'est pas trié en ordre croissant. Bon. Alors, je vais faire une première version. La version que je vais faire n'est pas optimale. On va faire ensuite une version et elle va avoir une erreur. On va ensuite modifier, corriger l'erreur, puis après ça, on va faire une version optimale. Bon, alors ici, je dis, ben, je vais parcourir chacune des cases de mon tableau. For int I est égal, ben, je pars de 0, puis là, je vais aller jusqu'à la dernière case de mon tableau. I plus petit que tableau.getLand, .land, plus I. Là, il y a une erreur. Je vous le dis tout de suite, je viens de faire une erreur. Et là, je vais arriver, il dit ceci. Ah, bien. Si le tableau à la case I est plus grand ou égal au tableau, attendez, plus grand ou égal à mon tableau, à la case suivante étant I plus 1. Si ceci est vrai, ça veut dire que mon tableau n'est pas en ordre croissant.
Alors, regardons ce que j'ai écrit à ce moment-là. Bon. Là, c'est ici d'ailleurs qu'il y a notre erreur. On va l'expliquer dans 2 minutes. On va voir que cette erreur-là va créer une erreur d'exécution. Et là, j'écris, dans ce cas-là, est croissant égale faux. Je ne le remets jamais à vrai. Donc, il va parcourir mon tableau. Puis s'il trouve une case qui n'est pas correcte, croissant va devenir faux. Et moi, je vais terminer mon code en disant est croissant. Bon. Maintenant, l'erreur. L'erreur, je dis, je vais toujours comparer à la case suivante. Mon problème va survenir lorsque je vais explorer mon tableau et je vais être rendu à la dernière case de mon tableau. Quand I va être rendu à la dernière case, à l'indice de la dernière case du tableau, je vais aller voir I plus 1. I plus 1 sera en dehors de mon tableau. C'est donc un débordement de tableau en lecture. Je vais aller fouiller dans un endroit de la mémoire qui n'appartient pas à mon tableau. Donc, ça va planter. Erreur. Comment on corrige ça? C'est pas compliqué. J'ai juste à lui dire de s'arrêter une case avant. Ah, donc, c'est len moins 1. Bon. Alors, déjà ici, j'ai quelque chose de fonctionnel. C'est fonctionnel, mais ce n'est pas optimal. Pourquoi? Imaginons que j'ai un tableau de 1000 nombres et que je m'aperçois au deuxième nombre que mon tableau n'est pas trié en ordre croissant. Je vais quand même aller vérifier les 998 autres cases pour voir si c'est croissant ou non, alors que je le sais que ce ne l'est pas. Ah. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire une recherche binaire? On aurait pu faire d'autres modes de recherche. Ici, on fait une recherche séquentielle. Une recherche binaire aurait pu effectivement se faire, mais ça n'aurait pas été tellement plus efficace dans notre situation. Tu vas voir pourquoi. Ici, on va faire vraiment quelque chose de beaucoup plus simple que ça. L'idée, c'est qu'on va vouloir dire, on va quitter notre boucle quand on va trouver que le tableau n'est pas en ordre croissant. Bon, alors là, ça va nous demander un changement de structure. Je vais l'écrire autrement. Bon, alors je vais enlever une ligne blanche là pour me donner une ligne de plus. Voilà. Là, je fais ceci. Oups. Voilà. Alors là, je vais réécrire une deuxième fonction. Est trié en ordre croissant, mais optimal. Bon, tout d'abord, je vais partir du principe que je ne sais pas combien de cases je vais aller visiter. Je sais que je vais aller au maximum visiter toutes les cases de mon tableau moins 1, mais pas nécessairement. Donc, je n'ai plus une boucle à compteur. J'ai à ce moment-ci une boucle qu'on va appeler de type conditionnel. Je vais donc avoir ceci. INTI en dehors égale à 0. Et ce n'est plus une boucle for, mais maintenant une boucle while. Alors là, je vais dire, tant que I est plus petit que tableau len-1, ça je l'enlève. Tant que I est plus petit que mon tableau len-1, ça c'est la première partie de ma condition. Hein? Donc, oups, voilà. Tant que ceci est vrai, et là, je vais lui dire et que croissant est vrai, et que est croissant est vrai. Alors là, je pourrais écrire ceci, est croissant égale true. Est-ce que je peux écrire ça mieux? Allez, vous deux, là, vous êtes pris. Est-ce que ça, c'est bien écrit, ce que je viens d'écrire là? Non, Ben, monsieur.
Tu peux juste écrire est croissant parce qu'il est déjà considéré comme étant vrai. Exactement. On n'écrit jamais est croissant égal true. On n'écrit jamais ou égal false. Il faut toujours se mettre ça dans la tête. Donc, ici, je dis, oups, il l'a pris, il l'a enlevé au complet. Bon, voilà. Alors, si tant que i est plus petit que le tableau, la longueur du tableau moins 1 et est croissant, d'ailleurs, mes parenthèses sont inutiles. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bien, regardons. Je vais dire, là, je pourrais écrire ceci. Bon. Et là, terminer en disant plus i. Ça, déjà, ça va fonctionner. Mais ce n'est pas optimal. Ça va fonctionner parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va parcourir chacune des cases. Puis, si une case n'est pas correcte, il va devenir faux. Et là, comme il devient faux, qu'est-ce qui arrive? Il sort. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Bon, là, on va faire beaucoup mieux maintenant. Parce que là, ici, regardons toutes les conditions qui se font. On a cette condition-là et celle-ci. On a 3 conditions. Ce n'est pas très efficace. Regardons ce qu'on va faire. Du moins de faire ça comme un si. Regardons ce qu'on va faire. On va faire ceci. Un instant, là, il y a plein de petites erreurs qui vont se déclencher tout de suite. Point virgule. Là, je voulais dire que est croissant devient faux si tableau de i est plus grand que ça. Donc, j'ai juste dit, regardons ce que j'ai écrit. Je présume que la validité, c'est que tableau de i est plus petit que tableau suivant. Ou je pourrais dire, tenez, excusez-moi, pas plus grand ou égal, c'est vrai, plus grand. Si c'est plus grand. Parce que égal, c'est correct pour un tableau en ordre croissant. Donc ici, si c'est plus grand, plus petit ou égal, ça veut dire que mon tableau est en ordre croissant. Vous êtes d'accord? Donc, si ceci n'est pas vrai, ça va dire que je vais mettre faux dans un croissant et je vais sortir. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Ouais. Alors, ça ici, c'est sans doute la version la plus optimale qu'on va faire. On évite de mettre un book for ici, parce qu'il y en a qui m'ont mis ça avec une book for. C'est pas une bonne idée, parce que la book for, c'est une boucle qui est optimisée pour les boucles à compteur. Tandis qu'ici, on a une boucle conditionnelle. Alors, on pourrait voir qu'au niveau de l'optimisation, il y a peu de différence entre les deux, mais il y en a une légère qui donne un avantage au while dans ce cas-là. Bon. Alors, ça, c'est notre morceau. Pour le reste, bon, ben là, je vais y aller un peu plus rapidement parce que je vous avais promis de vous garder 1 heure, puis je pense que je viens de déborder. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait? Ça, tout le monde, ou à peu presque tout le monde l'a eu. Je vais le copier, la solution ici. Oups. Non, je n'ai pas le choix. Il ne va pas me laisser le faire correctement. CTRL-C. Voilà. Bon. Alors ça ici, c'est la bonne façon de le présenter. Je vais le grossir, voilà. Donc, on a nos attributs. Pour l'instant, cette session, on les voit comme ça. Vous comprendrez mieux à la prochaine session. Et on a ce qu'on appelle le constructeur qui était là. Les deux, dans la vision qu'on vous a donnée, sont nécessaires. Bizarrement, la fonction suivante a été très mal réussie. Pourtant, c'était simple. On devait rédiger la fonction créer voiture qui reçoit en paramètres la marque, le modèle, l'année et la cylindrée.
Donc, on avait nécessairement une fonction comme ceci. Voilà. Donc, on devait recevoir en paramètres la marque, le modèle, l'année, la cylindrée. Ensuite, il fallait créer notre véhicule. À ce moment-là, il fallait utiliser notre constructeur. C'était tout simplement ça que je demandais. La fonction suivante a été super bien réussie. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a eu. Tous ceux qui l'ont essayé, en tout cas. Et voilà. Bon, les classes ne sont pas à l'examen, évidemment, mais ça va être le concept de base que vous allez étudier à la prochaine session. Alors là, ici, c'est vraiment une classe de départ et vous allez vraiment y aller plus à fond là-dedans. Avez-vous des questions sur des choses qu'on a couvertes aujourd'hui ou qu'on n'a pas couvertes aujourd'hui? Alors, Marc, tout à l'heure, je vais bientôt prendre ta question sur les plus et les moins. William, de ton côté? Honnêtement, ça va bien, j'ai vraiment compris. OK, super. Merci beaucoup. Omar, as-tu quelque chose, toi, que tu voulais retravailler? Oui, monsieur. Tu m'as parlé des plus et des moins. Oh, Alors, ouais, vas-y, c'est ça. quelle est ta question? En fait, est-ce qu'on pourrait inverser genre les plus de sens? Au lieu de faire plus x, on mettait x plus plus. Attends une seconde. On va aller voir justement le code du code. Alors, si tu regardes ici, par exemple, si je fais, je vais évaluer avec deux variables, OK? Je vais avoir y qui va valoir 10 aussi, là. Et là, tout ce que je faisais avec x, je vais le faire avec y, mais en inversant les plus. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ici, il va arriver, il va dire, ah, je vais faire y++. Alors donc, pour l'instant, la réponse que ça va donner, c'est que y, pour la première opération, ici, ce y-là va valoir 10. Mais la prochaine fois que je l'utilise, il vaut 11. J'arrive ici, y vaut maintenant 11. Et la prochaine fois, il vaudra 12. Donc, ici, ce que ça va m'afficher, c'est 21. On va le voir tout de suite. En fait, regarde ce que je vais faire. Je vais dire, x égale et y égale. Et là, j'exécute. Alors, tu vois que mon x vaut 23 et mon y 21. Alors, tu vois, c'était la même valeur de départ, mais j'ai juste passé des modes préfixes au mode suffixe. Là, je vous le dis tout de suite. Le mode suffixe, il faut vraiment y penser parce que on n'a pas tant d'usage que ça. Je sais que vous allez tomber sur plein de codes sur le net qui n'arrêtent pas d'utiliser le mode suffixe. C'est triste, ça dénote une incompréhension du fonctionnement du mode suffixe. Si vous avez la chance techniquement à un moment donné que quelqu'un vous explique le mode suffixe, on ne peut pas le faire pour l'instant, on n'a pas les morceaux qu'il faut, mais vous l'aurez normalement à la fin de la deuxième session ou au début de la troisième. Alors, si vous m'avez à un moment donné en troisième session puis que personne ne vous l'a expliqué, je vous expliquerai le mode de fonctionnement. Mais les profs que vous avez à la prochaine session sont très bons, techniquement très forts. Donc, s'ils ont le temps, si vous leur posez la question vers la fin de la session, ils vont être capables de vous donner les morceaux. Mais c'est vraiment, dites-vous une chose, quand vous avez envie d'utiliser le plus ou le moins, demandez-vous si vous avez réellement une raison de le mettre en mode suffixe parce que c'est moins efficace et c'est plus dangereux. Ça va? Ah, question dans le chat.
Et si on écrit console.writeLine Y, si on écrit maintenant le Y une deuxième fois, tout simplement, comme ceci. Alors, si je repars, il va m'écrire 22. 12, excuse-moi. Parce qu'il est parti de 10, il est tombé à 11, et le dernier plus Y l'a amené à 12. Oups, voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va mettre fin à notre séance d'aujourd'hui. Alors, de toute façon, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. N'oubliez pas, l'examen, c'est mardi matin, très important. C'est un examen il n'y aura pas de classe à l'intérieur de l'examen, ça va s'arrêter au tableau, mais évidemment, il faut la compréhension du type valeur aussi, donc. Mais on n'a pas les classes. Euh, Oui. en fait, l'examen, il sera plus théorique ou pratique? Il y a moitié-moitié. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, il y a des questions. Théorique, c'est vite dit, là. Ça veut dire qu'il y a des questions, effectivement, de style de compréhension. Qu'est-ce que vaut cela? Ou si je fais telle expression, qu'est-ce que j'obtiens? Des choses comme ça. Alors, il y a des questions un peu plus théoriques, puis vous avez également quatre petits problèmes à résoudre. Ok. Ça marche? C'est à l'heure du cours, l'examen. Exactement. L'examen OK. commence à 9h50. Vous avez 3 périodes pour le faire, mais je l'ai pensé pour que vous ayez besoin de 2 périodes. Parfait. Ça marche? Ouais. OK. Bon, alors messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci, Et vous aussi. profitez de votre dimanche et passez-y. Là, c'est une grosse semaine que vous avez, mais après ça va aller mieux. Ouais, j'espère. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye.